Entre deux bulles. Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour ce club de lecture entre deux bulles numéro 6. Exceptionnellement, je prends le mic à mon cher ami Nipseron, qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui, donc ça va être une introduction improvisée. Voilà, on n'a pas notre maître de cérémonie, c'est dommage, mais je suis là. Et on est plusieurs aussi à être là et à vous prévoir un petit programme sympa aujourd'hui, puisqu'on va avoir la présentation de trois œuvres. Donc Saki va nous présenter le fantastique voyage de Nicolas au pays des démons. Barm va nous présenter Akane Banashi. Marsu, ça va être La fillette au drapeau blanc. Et puis on aura notre lecture imposée du mois qui sera Petite forêt de Daisuke Igarashi. Alors je compte sur les participants et participantes pour me convaincre parce que moi je l'avais commencé quand il était sorti et je l'avais revendu sans le finir. Donc peut-être que, je vais me faire convaincre de le racheter ou de le lire en numérique. Ensuite, on aura un débat sur, le thème, «Quelle importance accordez-vous à votre collection?» Je pense que ça va être un débat plutôt, intéressant, également proposé par Saki. Et puis restez jusqu'à la fin puisqu'il y aura une petite annonce pour le prochain Entre deux bulles, qui sera en présence d'un éditeur que beaucoup, aiment. Il n'est pas un gros éditeur, mais ça risque d'être, intéressant. Je pense que c'est un éditeur qu'on n'entend pas souvent dans les podcasts, donc restez jusqu'à la fin. Eh bien, introduction faite, je vous propose puisque, d'habitude, c'est Nips qui me donne le micro pour que je fasse mon petit mot du début. Ça y est, c'est fait. Je vous propose qu'on commence de suite avec la première œuvre, donc Saki. Je te laisse le mic pour le fantastique voyage de Nicolas au pays des démons. Aujourd'hui, je vais vous présenter, Le fantastique voyage de Nicolas au pays des démons, une œuvre de Miyanaga Asaya, qui est terminée en 4 tomes et qui était sortie chez les éditions Nobinobi au prix de 10,80 € et ironiquement, il l'avait sorti en octobre, pas très loin d'Halloween. Pourquoi donc? En fait, on suit l'histoire de Nicolas, une jeune fille, humaine qui se perd dans le monde des démons et qui est recueillie par un jeune marchand, ambulant qui est une sorte de diable, qui va faire en sorte que Nicolas, se fasse passer, pour un démon, parce qu'il faut surtout pas qu'on découvre qu'elle est humaine et les 2 sont à la recherche, de sa maman, disparue. Pour ma part, ça a été une œuvre vraiment coup de cœur. J'ai trouvé ça mignon, adorable, attachant, et tous les synonymes qui vont avec. J'admets que c'est une œuvre qui a pas marché, j'ai pas compris pourquoi. Hem j'ai beaucoup aimé, l'univers, le fait qu'on découvre pas mal de démons différents, qu'il y ait beaucoup de bienveillance. J'ai aussi beaucoup aimé, le dessin qui pareil, appuie un peu les traits et les sur les personnages et les rend, d'autant plus mignons. C'est ça se lit assez rapidement, c'est pas prise de tête, ça fait vraiment du bien et je trouve que c'est le type de titre qui aurait pu aussi avoir sa place, dans la collection, Rue de Sèvres, Renard doré. Vraiment, c'est une œuvre que je recommande, absolument. Voilà. Si Saki, c'est vrai que c'est une œuvre qu'on a vu, passer, enfin que j'ai vu passer en tout et qui avait, attiré mon regard. Mais c'est vrai qu'au premier abord, quand on voit la couverture, on se dit que c'est peut-être un manga, plus dirigé pour la jeunesse. Est-ce que, c'est le cas ou pas? Parce que je vois un âge conseillé 12 et plus, je pense que c'est peut-être pas le cas. C'est pour la jeunesse, c'est accessible à tout public. Après, pour autant, en tant qu'adulte, on peut justement adorer. OK, très bien. Bah, ça a l'air franchement, tu me donnes envie. Là, tu me donnes envie parce que c'est vrai que, vu que je l'avais vu passer et je me suis au final pas laissé tenter, mais là, c'est vrai que je vois que c'est en 4 tomes, donc c'est pas grand-chose et puis en plus pour soutenir puisque, tu dis que ça a pas marché, tu vu des chiffres ou tu avais vu, quelque chose, En fait, c'est que je me suis basée sur le faible taux d'enregistrement sur Manga Collect et surtout même sur les réseaux sociaux, j'ai vu aucun influenceur en parler. Ouais, ouais, tu as raison. Ouais, 286 ajouts sur Manga Collect, c'est vrai que c'est assez peu, ouais, c'est assez peu. OK, donc à retenir le fantastique voyage de Nicolas au pays des démons. C'est vrai que quand j'ai vu Nicolas, je pensais que c'était plutôt un garçon le héros, du manga, mais c'est une fille, du coup, hein. Je me suis fait avoir aussi. OK, je sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont lu, ici dans les participants? Non, pas moi. Par contre, oui, ça me fait un peu penser à
à l'inédito du Renard Doré. Du coup, si on aime bien tout leur univers, c'est quelque chose qu'on peut lire. Bah, je pense, hein, ça a l'air de se rapprocher, ouais, du Renard Doré. Ça me fait aussi penser à un manga qui est édité chez IMHO sur la boîte à biscuits. Alors j'ai plus tout le nom en tête, mais au niveau du design, ça me fait penser un peu à ça aussi. Et bah, très bien, s'il y a pas d'autres questions, on va passer au manga suivant avec Barm qui va nous présenter Akane Banachi. Merci Cam. Alors moi, je pense que c'est c'est quand même assez différent. Cette fois-ci, je vais changer de disque. Je vais pas présenter un manga, tranche de vie qui sort des sentiers battus. J'ai pas manga collect, mais là, j'imagine qu'il y a quand même beaucoup plus d'âge. Parce que voilà, là, je vais rentrer plutôt sur un shonen qui est plutôt très en vogue en ce moment, comme en témoigne l'annonce de son adaptation en animé en 2026 et donc voilà, c'est bien Akane Banashi qui est écrit par, 2 auteurs, donc Yuki, Suenaga et dessiné par Takamasa Maoue. Donc la série, elle est toujours en cours, 17 tomes sortis au Japon pour le moment, 11 en France et c'est publié chez Kiyun. Donc l'histoire, elle va nous plonger dans le monde du rakugo, qui est un art traditionnel japonais, de contes, humoristiques et dramatiques, qui est joué sous la forme d'un seul en scène. Donc en fait, il y a le conteur qui est assis, seul en scène, avec, son coussin, à genoux et donc le tout est très sobre. Il y a presque pas d'accessoires. À la limite, il peut avoir un éventail, pas de décor et donc tout va se faire sur sa voix, son corps, et sa capacité, individuelle à capter, et captiver une salle entière. Donc ça permet un petit peu mieux de comprendre le titre. Donc Akane Banashi, ça veut littéralement dire, l'histoire d'Akane, qui est donc l'héroïne du manga. Donc on suit Akane qui est, la fille d'un rakugoka, donc un conteur de rakugo, qui a grandi pétri d'admiration pour lui et qui le voit un jour injustement exclu de ce milieu, alors qu'il tente de monter en grade. Donc à partir de là, on va, voir la quête d'Akane commencer, dans le but d'essayer de laver l'honneur de son père, et devenir la meilleure Rakugoka qui soit. On va retrouver tout de suite, dans le manga, les codes classiques du shonen neketsu, avec des arcs d'apprentissage, des tournois, et cetera. Sauf qu'au lieu d'avoir de la baston ou des matchs de sport, bah, c'est des sortes de «battles de compteurs» entre guillemets. Donc l'histoire, elle est vraiment poignante, franchement, je crois que j'ai pas eu aussi hâte, et autant d'enthousiasme à suivre un manga, avec, enfin toujours en cours et avec un rythme de parution, hebdomadaire depuis le Big 3 en vrai. Donc l'histoire franchement, elle est super bien racontée, autant Akane que ses concurrents, ses sensei, ils sont super attachants et les dessins notamment, je pense que c'est ce qui m'a fait, vraiment accrocher, notamment dans les spectacles de Rakugo qui sont vraiment incroyables. On a un changement de style de dessin avec des style peut-être un peu plus traditionnel, au pinceau. Donc le mélange est vraiment excellent et j'ai hâte de voir si l'adaptation en animé, elle va réussir à rendre ça, aussi, palpitant, à retranscrire, l'intensité dramatique, que le manga réussit à transmettre. Donc pour moi, c'est vraiment un manga qui coche toutes les cases, parce qu'en plus de ça, c'est vraiment l'opportunité parfaite pour découvrir un nouveau pan de la culture japonaise. Moi, c'est toujours quelque chose que je prends plaisir à chercher dans les mangas. Je pense à Konohito Tomare qui m'a permis de découvrir le koto, Chihaya Furu, pour, le karuta. Franchement, voilà, c'est vraiment nickel pour ça. Mon seul bémol et ça peut faire un lien avec le sujet du débat proposé par Saki, c'est que j'ai vraiment énormément de mal avec l'édition. Donc moi déjà, j'ai pas une très grande collection, j'achète presque plus de mangas avec une couverture, comme ça en papier glacé, brillante. Je trouve ça vraiment moche à vrai dire, assez désagréable au toucher. C'est pas un très bel objet et sincèrement, je trouve les planches rendent mieux en numérique. Donc une fois n'est pas coutume, je conseillerais de plutôt découvrir la série en numérique. Moi, je lis sur Manga Plus, personnellement et puis voilà, ça permet de suivre aussi, chapitre par chapitre. Eh beh, merci, Barbe pour cette, belle présentation. C'est vrai que c'est une œuvre dont on entend pas mal parler parce que notamment il y avait eu, bah, une grosse campagne marketing, quand l'œuvre était sortie en France. Je pense que, Kihun à l'époque avait voulu frapper un grand coup puisque Akane Banashi ça reste quand même un des piliers actuels du Weekly Shonen Jump et c'est intéressant d'en entendre parler. Alors on se posait la question sur le nombre d'ajouts sur Manga Collect. Au final, on voit qu'il y a juste 8 000 ajouts. Comment tu l'expliquerais toi? Est-ce que c'est justement parce qu'on connaît pas trop le rakugo en France?
Ça, je pense pas que ce soit un souci. On a toujours réussi, au contraire, je pense que quand il y a un pan de la culture japonaise, bon, c'est vrai qu'en ce moment, c'est peut-être un peu plus la mode du fantasy, ce genre de choses, mais je pense pas que ce soit ça le souci. Moi, à vrai dire, je pense que c'est plus le côté marketing et peut-être la jaquette, le choix de la jaquette, qui est la même, je crois, que celle au Japon, mais on a déjà vu plein d'éditeurs français essayer d'adapter des jaquettes pour mieux, attirer le public français. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui aurait été, enfin, ouais, il y a un travail qui aurait pu être fait au niveau de l'édition peut-être pour mieux attirer les gens. Parce que je pense pas que ce soit l'histoire en tant que telle, qui, est floppée en France. Enfin, floppée est un grand mot, hein. Oui, c'est floppé pour les moyens déployés, on va dire. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup on a vu beaucoup de services presse, passer. On a vu, énormément de je crois qu'il y avait un pop-up store aussi au moment où Akane Banashi est sorti. Donc, c'est vrai que pour tout ce qui a été déployé, on s'attend à, un succès à la, Kaiju Number 8 ou à la Dandadan et au final, on est quand même bien en dessous, en termes de chiffres. Alors c'est vrai que je vois la jaquette du tome 1. Quand on regarde la jaquette, bon, en soi, les couleurs sont jolies, les dessins ont l'air jolis, mais on sait pas trop ce qu'on va nous proposer. Et c'est peut-être ça le problème. Ouais, c'est vrai et puis, bah, peut-être le côté rose comme ça, enfin voilà, peut-être que des gens s'attendent davantage à une forme de shoujo ou ce genre de choses où ça a plus de mal à trouver son public. Alors que c'est très clairement enfin voilà, comme je disais, ça coche toutes les cases d'un shonen des plus classiques donc ouais, peut-être qu'il a pas réussi à trouver son public à cause de ça. Je vais répondre aussi à Crotéis qui me demande du coup si j'ai hâte de voir l'adaptation en animé. Alors, j'ai toujours un petit peu peur, personnellement, quand il y a un manga que j'adore, enfin vraiment ça fait partie de mes coups de cœur, depuis quelques années, de voir une adaptation en animé, je suis souvent déçue. En général, c'est plutôt l'inverse. Si jamais je découvre un animé que j'aime bien, je vais ensuite découvrir le manga. J'ai du mal en général à aller voir l'animé par la suite, mais on verra bien. Je pense que je vais au moins essayer les premiers épisodes, quoi. Je pense que je ferai pareil aussi parce que j'avoue que j'ai pas découvert en manga, j'ai jamais tenté l'expérience. Mais là, le fait qu'il y ait un animé, bah, ça va peut-être aussi, me donner envie de lire le manga. Alors je crois que tu parlais de Manga Plus, mais je crois qu'il est aussi disponible sur la plateforme, Manga Nova. C'est une plateforme qui rassemble, bah, pas mal de mangas de Kiyun et qui est pas payante, qui est vraiment il y a un système particulier qui permet de lire les mangas sans avoir à payer. Donc c'est aussi peut-être un bon moyen de le découvrir en numérique, si on veut pas se laisser tenter par la version papier qui en effet ne rend peut-être pas, hommage assez au manga dont elle est inspirée. Ouais, c'est clair. Bah, sur Manga Plus, effectivement, là, on est obligé du coup de passer à la version payante. À part si on finit par rattraper le manga au bout d'un moment, vu qu'il y a que les 3 derniers chapitres qui sont disponibles à chaque fois. Ça se voilà, c'est un système où il y a les chapitres qui se suppriment au fur et à mesure, si on a la version gratuite. Oui, assez classique. OK. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres retours de personnes qui ont lu, Akane Banashi, qui sont parmi nous, qui ont peut-être été inspirées pour le commencer, par la suite aussi. Sachant que ça fait 11 tomes, c'est ça, sorti en France, il y a pas de lassitude, au bout de 11 tomes? Franchement, non. Moi, vraiment, je dirais que c'est un petit peu comme un Blue Giant, quoi. À chaque fois, je me dis: «Ah bah tiens, ça va être un nouvel arc, ça va être un peu redondant» et puis, non, franchement, hein, ils trouvent toujours de quoi relancer le rythme. Tu sais nous parler, hein, en comparant avec Blue Giant, c'est pas mal, c'est Et pas mal. c'est-à-dire que là, je viens de recevoir, le dernier tome de Blue Giant Explorer, alors je vais me plonger dedans, juste à la fin du club de lecture. Ah bah, je te comprends, je pense que je vais faire exactement pareil. Merci beaucoup Barbe, en tout cas pour cette présentation. Je propose de continuer avec la suivante. Marsu, tu, voulais nous présenter La fillette au drapeau blanc. C'est ça, et on va encore changer totalement de registre. Mmh. Parce que là, du coup, moi, je vais vous présenter La fillette au drapeau blanc. C'est un one-shot qui a été publié chez Akata, donc qui est dessiné par Saya Miyoshi, et d'après la biographie de Tomiko Iga. On va y suivre Tokuko, une petite fille de 6 ans qui vit paisiblement à Okinawa, une petite île tropicale nippone, qui semble encore épargnée par les conflits qui font rage en avril 1940. Et tout ça malgré l'absence de sa mère. Quand les bombardements commencent sur l'île et que son père doit partir sur le front, son quotidien va basculer et désormais il faudra survivre avant tout. Séparée de sa famille, elle va traverser des épreuves terribles, être témoin des horreurs de la guerre jusqu'à devenir un symbole de paix avec son fameux drapeau blanc. L'œuvre mélange narration et surtout des photos d'archives pour renforcer le côté historique et rappeler le réalisme du récit.
Personnellement, j'ai découvert ce manga un peu par hasard, à la librairie, il m'a attiré à la bibliothèque, je veux dire, il m'a attiré l'œil et ça a été une vraie surprise. C'est un récit qui est dur, bouleversant et qui, marque surtout. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté, des photos d'archives qui vraiment montrent, qui rappellent que c'est une histoire, vraie, donc qui a été, vécue par, Tomiko, Iga. Et à l'instar de Cocon, de Machiko Kyo, ce récit, marque par sa façon de représenter l'horreur de la guerre, par les yeux des enfants, en fait. Donc voilà, c'est une lecture, éprouvante mais importante et qui reste en tête après avoir refermé le livre surtout. Merci beaucoup pour cette présentation, Marsu. Alors je t'avoue que moi, c'est un manga qui m'attire énormément depuis que j'en entends parler, même si on n'entend pas beaucoup parler. Mais j'en ai entendu parler quelques fois et là tu complètes, on va dire, tous ces avis-là. Je vois aussi, dans les commentaires en live là que ça complète très bien, Peleliu. Alors j'ai adoré Peleliu, et plus, côté, côté, enfant, en fait, plus côté civil. Et est-ce que tu confirmes cette partie-là? C'est vrai que je sais pas si tu as lu Peleliu ou si tu as lu, d'autres Non, mangas sur la guerre comme ça? j'ai pas lu Peleliu, mais mais oui, c'est Ouais, vraiment là, on voit vraiment le côté civil de la guerre avec, tout ce qui se passe, pendant les bombardements, en fait, et les gens qui se cachent dans les grottes. C'est un peu comme Cocon, mais d'une façon, en fait, on va voir à peu près la même chose, mais d'une façon différente. d'accord, OK. Non, ça a l'air vraiment pas mal. Je vois les dessins aussi, qui sont assez atypiques, avec beaucoup d'ancrage, j'ai l'impression. Donc, Oui. super. Et ça, c'est toujours disponible, hein? On n'est pas sur un manga difficile à trouver? Non, c'est toujours disponible, de ce que je vois. C'est toujours commandable, en tout cas. Oui, c'est 2017 chez Akata, donc en général, Akata, ça va, il reste assez longtemps, les mangas. Ouais, tout à fait. Regardez un petit peu ce qu'avaient fait d'autres, l'autrice. En France, on a juste Doc Signal qui est sorti de Oui, alors la c'est même pas autrice. du tout le même registre pour le coup. C'est ce que je me dis, quand on voit la couverture de Doc Signal, je me dis: «Ouais, non, c'est un autre registre, hein, totalement». Non, On est ça, sur le c'est une comédie, c'est ouais, vraiment les 2 spectres du manga. ouais, c'est ça. Au moins, ça veut dire qu'il ou elle est capable de tout faire, donc voilà, ça donne un bon aperçu. Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont des avis sur La fillette au drapeau blanc qui voudraient réagir? Je vois Poké qui dit, «Faut lire, Peleliu». Je confirme. Faut lire Peleliu et la suite, Peleliu Gaiden, qui est pas vraiment la suite, qui est plus un spin-off, qui nous fait rentrer un peu plus dans le manga. Ouais, dans le vocal, je mets c'est la photo originelle du coup, de la fillette au drapeau blanc. Ah oui, on voit que ça ressemble pas mal. OK, bah, écoute, merci Marsu pour cette présentation. Moi, je pense que, tu as fini de me convaincre, je pense que je vais faire, un petit achat, avec la fillette au drapeau blanc. En plus, c'est un one shot, donc c'est vrai que ça engage à Ça pas engage pas trop. grand-chose. Donc merci à toi. Oui. Du coup, je vous propose on a fini la présentation des 3 œuvres. Merci à Saki, Barm et Marsu pour ces belles présentations. On va passer au débat sur, notre lecture imposée du mois, qui est Petite forêt de Daisuke Igarashi, donc proposé par Saki. Alors moi, je vais un petit peu débattre avec vous, mais je l'ai pas relu du coup pour l'occasion, vu que ça m'avait pas trop plu à l'époque. Donc Saki, je te laisse, prendre la main sur ce débat. Bah, moi, pour ma part, Petite forêt, c'est une histoire, que j'ai vraiment adorée. Après pour ceux qui vont nous écouter, en fait, donc du coup, on suit l'histoire, de Ichiko qui vit paisiblement à Komori, donc qui signifie, petite forêt. Et en fait, elle va, surtout utiliser, beaucoup de produits locaux, pour, cuisiner. C'est un one shot donc qui est sorti chez Delcourt Tonkam, au prix de 16,99 €. Moi, pour ma part, j'ai adoré. Après, l'histoire casse pas, 3 pattes à un canard. Mais qu'est-ce que j'ai aimé concrètement, c'est de contempler les pages. Vraiment, c'est que j'ai trouvé que c'était très poétique dans ma lecture. J'ai beaucoup aimé les dessins et j'ai vraiment été à fond dedans. J'ai trouvé ça beau. Mine de rien, je me suis quand même, attachée à la protagoniste, même si au début ça a été un peu, compliqué, parce qu'elle a quand même son caractère. Après, je peux comprendre que ça plaise pas à tout le monde parce que ça reste une tranche de vie. Et ça fait un peu penser, je trouve, à des scénettes aussi.
Donc voilà à peu près, moi ce que j'en ai pensé de cette œuvre. Je l'ai vraiment lu pour contempler, un paysage qu'on voit pas forcément, ici. Et c'était ta première œuvre de Daisuke Igarashi ou tu avais déjà lu Les Enfants de la mer, ou d'autres J'ai œuvres? pas encore lu Les Enfants de la mer, c'est vraiment, ma toute première œuvre, de cet auteur. OK, ça marche. Et ouais, tu vois, j'avais acheté, Petite Forêt, parce que j'avais lu Les Enfants de la mer que j'avais beaucoup aimé, même si, tout n'est pas compréhensible, mais par contre le trait de l'auteur est unique et incroyable. Je trouve que c'est, peut-être l'un des meilleurs dessinateurs, en tout cas des plus, atypiques que je connaisse en manga et j'avais acheté, Petite Forêt, j'avais aussi acheté Designs qui était chez Noévé Graphics là qui va continuer avec le retour de Noévé Graphics que j'avais beaucoup moins aimé, que j'ai fini par revendre. Et Petite Forêt, c'est pareil. J'ai trouvé ça bah, sans trop d'intérêt au final. Peut-être que je l'ai pas lu au bon moment, mais ces petits chapitres épisodiques sur la cueillette, etc. Ça, je sais pas, ça m'a pas passionné du tout. Et au bout de deux, trois chapitres, je me suis dit, bah, en fait, j'en ai lu assez. Je sais que ça me plaira pas. Donc, peut-être que ça divise assez comme manga. Je sais pas ce que vous en pensez. Ben moi je suis plus. Moi, Ben, Oh, allez-y, allez-y. ah bah mmh, vas-y. Non, allez-y, Vas-y. allez-y. Ouais, Pardon, Barbe, vas-y. je te donne la parole. Bon, elle veut plus parler. Non, moi je vais juste ah, reprendre du coup. Je suis un peu du même avis que Saki. J'ai trouvé ça très très joli. L'aspect scénette, on le ressent très bien et c'est pour ça aussi que je l'ai lu en beaucoup beaucoup de fois. J'ai dû lire deux ou trois chapitres par session à chaque fois. Mais malheureusement, j'ai trouvé ça un petit peu long. Du coup, comme il n'y a pas réellement d'histoire, bah ouais, tu peux lire deux, trois chapitres d'affilée tranquillement, changer d'œuvre et après j'y revenais. Bon, j'ai quand même terminé. Je pense que je lirai Les Enfants de la mer parce que je les ai. Mais oui, c'est pas une œuvre qui va rester gravée dans ma mémoire, mais par contre qui va rester dans la bibliothèque pour la collection. Oui, parce qu'en termes de pages, on est quand même sur 350 pages, mais ça va être des chapitres bah, assez classiques de 15 pages, 15-20 pages. Donc c'est vrai que je pense qu'il faut le lire en mode scénette, en mode un ou deux chapitres maximum à chaque session, un petit peu comme le gourmet solitaire. Bon, j'étais obligé de parler de Jiro Taniguchi, hein. Un peu comme le gourmet solitaire où bah, si on le lit tout d'un bloc, je pense qu'on fait une overdose assez rapidement. On doit être dans le même cas sur Forêt. bah, je pense que c'est le type d'œuvre, avant de la lire, faut accepter qu'il y a pas d'histoire. Ouais, t'as raison. T'as raison et c'est vrai qu'il faut être préparé à ça, je pense que lors de ma lecture, le manga venait de ressortir parce qu'il était déjà sorti, une fois aux éditions, Saka, il y a assez longtemps. Je crois que c'était en 2000, je vois en 2008 et là il est ressorti, bah, l'année dernière si je me trompe pas ou l'année d'avant et c'est vrai que je m'étais pas du tout renseigné sur sur le sujet du manga et comment il était composé. Là où, avant de lire le Gourmet Solitaire, bah, je m'étais renseigné ou sur d'autres mangas épisodiques comme Vertical par exemple sur l'alpinisme, sur le sauvetage en montagne, je m'étais renseigné aussi et donc j'étais préparé. Ah là, La Petite Forêt, c'est vrai que je suis allé dessus et je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je suis en train de lire? C'est juste de la cueillette» et au final, c'est peut-être bien plus que ça. Mais j'ai l'impression que même si je le relis aujourd'hui, bah, ça va pas rester dans les mémoires comme le dit Panda. Après, il y a un point que j'ai pas évoqué, mais ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans ce bouquin, c'est le fait qu'ils expliquent les recettes aussi, assez détaillées et que du coup, on pourrait, les reproduire chez nous et ça, c'est sympa. Oui, en final, on est quand même parce qu'on parle de cueillette, mais on est quand même sur un manga dont le thème principal est plutôt la gastronomie, quoi. Bah ouais, plutôt, oui. En fait, ça m'a même fait penser à Couteau et Piment Vert, je crois. Au Lézard Noir, où à Ouais, chaque fin de chapitre, il y a la recette en entier, bien détaillée. carrément. Et bah, du coup, pour rebondir sur ça, c'est exactement ce que j'allais dire. Moi, j'étais en train de lire Couteau et Piment Vert. J'avais emprunté les 4 premiers tomes à la bibliothèque. Bah, pile au moment où Petite Forêt avait été proposée. Et là, je me suis dit: «Oh non!» parce que pour le coup, Couteau et Piment Vert, j'ai fini par drop. Parce que je trouvais l'histoire, pas plus intéressante que ça par ailleurs. Désolée s'il y a des fans. Et je me suis dit: «Oh non, mais encore un manga qui va parler que de recettes», quand j'ai lu les premiers chapitres. Et en plus, chaque chapitre,
de Petite Forêt, justement, je crois qu'il s'appelle Recette aussi, recette numéro 1, recette numéro 2. Et au final, j'ai pas du tout trouvé la même vibe. Moi, ça m'a plutôt fait penser un peu à Souvenir goutte à goutte, qui est un de mes Ghibli préférés. Je sais pas si tout le monde l'a vu ou enfin si vous voyez un peu l'histoire. Alors non, je l'ai pas Ah, vu, de mon côté, je suis preneur d'un petit rappel, de l'histoire, si tu l'as pas, je peux, ouais, vas-y. Ouais, alors bon, j'ai un petit peu oublié le nom des personnages, mais en gros, alors il y a un petit peu plus une histoire peut-être sur Souvenir goutte à goutte. C'est en gros une jeune femme tokyoïte autour de la jeune trentaine, on va dire, qui est plus ou moins en burn-out de son taf. Et elle finit par bah, partir à la campagne. Alors, je me souviens plus bien si. Alors, je crois qu'elle n'a pas grandi là-bas, mais qu'elle a enfin, de la famille là-bas. Mais bref, et en gros, pendant tout son trajet et tout le long du film, on va faire des allers-retours entre le présent et son quotidien à la campagne. Ça fait une sorte d'exploitation de fleurs de safran, il me semble et son passé. Et donc, justement, donc ça fait le lien avec le titre où il y a ses souvenirs qui reviennent petit à petit. Alors, quand elle est dans le train, puis ensuite dans les champs. Et moi, ça m'avait fait un petit peu penser à ça. C'est exactement la même ambiance où c'est très lent, il se passe pas grand-chose et on fait un peu les allers-retours avec le passé. Et là, avec Petite Forêt, en fait, c'est un peu l'occasion à chaque recette de décrire le quotidien, mais aussi de revenir un peu dans l'enfance de l'héroïne. Et j'ai trouvé que, voilà, en tout cas, la façon de le raconter, c'est assez similaire. Et moi, comme c'est un de mes films préférés, franchement, j'ai beaucoup aimé. Après, comme j'ai que le tome 1, parce que je n'ai pas réussi à me procurer la version intégrale, je m'attendais peut-être à ce que dans le tome 2, il y a un peu plus un fil conducteur, une sorte de dénouement de quelque chose, mais visiblement, vous me dites que c'est exactement dans la continuité du tome 1. Mais ouais, moi, je pense que j'avais plutôt aimé ça et je pense que aussi, moi, de mon côté, c'est vrai que les plats et puis la nourriture de façon générale, ça forge vraiment des souvenirs chez moi. Genre, je me souviens de vacances que j'ai passées il y a 10 ans purement sur, qu'est-ce que j'ai mangé à l'époque. Donc voilà, en gros, le fait que chaque chapitre, ce soit une recette, mais en fait, c'est surtout un prétexte à raconter, soit, le présent, soit un souvenir passé. J'ai trouvé ça pas mal comme excuse, pour, la narration. Bah, écoute, j'irai vers Souvenir goutte à goutte alors, que tu le vends assez bien et oui, bah, je alors moi, je suis pas allé jusqu'au bout, parce que moi, j'ai la version, Delcourt Tonkam en intégrale, enfin, je l'avais et je suis pas allé jusqu'au bout, mais je pense que c'est pareil jusqu'à la fin, hein, qu'on est vraiment sur ce genre de chapitre épisodique sans vraiment de conclusion, à part si je me trompe, Saki ou Panda, vous qui avez, peut-être lu jusqu'au bout. Non, 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 c'est exactement ça. Mais moi, je voudrais aussi revenir sur le fait que enfin, vous avez dit qu'il fallait accepter qu'il n'y avait pas d'histoire. Si j'avais su, en fait, j'aurais peut-être été un peu moins déçu. Mais en fait, quand on lit, pour moi, elle parle de sa maman, elle parle enfin, ouais, de son enfance avec sa mère, d'un peu de sa vie à Tokyo, et puis elle revient dans sa ville natale. En fait, ouais, je trouve que c'est un peu c'est carrément mis au second plan, et en fait, enfin, je trouve dommage qu'il n'y ait pas une petite finalité à parler un petit peu de ça. Voilà. Dommage qu'il n'y ait pas Ouais, on un aurait petit peut-être fil pu aller rouge. plus Ouais, vers l'aspect, nostalgique, et c'est pas si présent que ça, quoi. ouais, c'est ça. Mais voilà, la lecture m'a pas dérangé, mais j'ai vraiment dû la lire épisodiquement, quoi. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui ont lu ou qui ont un avis sur Petite Forêt? Ou on peut en profiter aussi pour parler d'autres mangas de l'auteur, hein, de Igarashi, puisqu'on a la chance d'en avoir pas mal qui sont sortis en France, Les Enfants de la Mer en 5 tomes aussi réédités chez Delcourt Tonkam. On a, Kabocha, il me semble aussi chez le Renard Doré, dans la collection Renard Doré. On a des designs chez Noé Graphics. En fait, on se rend compte que c'est dans pas mal de maisons d'édition différentes parce que, je pense que ça représente un risque de sortir du Daisuke Igarashi vu que c'est des mangas qui vont pas plaire à tout le monde, en général. Et ben en fait, je savais même pas que Kabocha c'était du même auteur. Tu l'as lu aussi ou Ouais, c'était à je l'ai moi? lu aussi, ouais. OK. Je l'ai lu aussi, et ben, oui, bah là, pour le coup, il y a une histoire, hein. Enfin, une petite histoire, mais ouais, l'histoire est plus présente que dans Petite Forêt. Donc ça m'a un peu, j'ai un peu plus été emballé. Bah, tu vois, moi, j'étais pas allé, sur Kabocha, même si j'adore ce que font cette collection, le Renard Doré. Justement parce que j'avais peur de m'ennuyer, un petit peu comme dans Petite Forêt, mais si tu me dis qu'il y a un peu plus de fond, peut-être que je me laisserai tenter. Ouais, et puis c'est une très petite lecture, Kabocha, hein. Bon, je sais pas, je crois que c'est un peu plus de 100 pages, mais pas beaucoup plus.
Ouais, ouais, j'ai le souvenir que le bouquin est très fin, là où, Petite Forêt, il est quand même assez épais. En tout Cornflakes, tu demandes si quelqu'un a regardé les films de Petite Forêt, alors je savais même pas qu'il y avait des films de Petite Forêt. ah bah, moi non plus, du coup, non. C'est des films qui datent? Il y en a 2 de 2 heures. Ah oui. Alors je pense que peut-être, faut peut-être pas les regarder à l'heure de la sieste, sans vouloir, assassiner Petite Forêt, hein, mais, 2 films de 2 heures, sur Petite Forêt, Mais c'est vrai que j'ai peur que ça soit un peu soporifique quand même. ils auraient peut-être dû faire des épisodes de 20 minutes, ouais. Ouais, voilà, voilà. Peut-être, un petit peu comme le format épisodique où, faut pas non plus se prendre tout dans la tronche, parce que sinon, on s'ennuie un petit peu. Mais en tout cas, moi, je lirais Les Enfants de la Mer. C'est pas... J'ai été conquis par la qualité du dessin. Du coup, comme vous dites que Les Enfants de la Mer, enfin, la plupart ont aimé, bon, bah, je pense que j'irai dessus quand même. Ouais, Les Enfants de la Mer, moi je te le conseille vraiment. Alors c'est très spécial, hein, ça reste du Daisuke Igarashi, donc c'est vrai que, faut rentrer dedans quand même, mais c'est beaucoup plus simple, je trouve, que de rentrer dedans que dans la plupart de ses autres mangas. Même si, ça prend un tournant un petit peu plus, enfin qui est très compliqué par moment. Je trouve que ça se ressent encore plus dans le film d'animation que j'ai regardé il y a pas longtemps, et autant en ayant lu le manga, j'ai l'impression que d'avoir compris, l'ensemble, autant quand j'ai vu le film d'animation, je me suis dit: «Mais en fait, j'ai rien compris». Donc oui, ça reste quand même, pour moi, un manga à lire, mais faut être préparé à pas tout comprendre, Ok, comme d'accord. quand on lit, n'importe quelle œuvre de Igarashi. D'accord, moi je prends note. Ah, il y a envoyé Si aussi, on en a, alors je sais pas s'il y avait d'autres avis sur Petite Forêt. On est bon. je sais pas, mais Je vous propose on- elle nous qu'on parle passe aussi sur le. d'un film coréen de Petite Forêt de 2018 qui dure 1h43. Donc il a été beaucoup En, adapté, en hein. mode live action. Bah, peut-être. Ah, donc c'est quand même une œuvre qui a été pas mal adaptée, quoi. Ouais, oui, c'est un live action. Ok. Bah, intéressant. On voit que, bah, en tout cas, il y a plein de manières de découvrir l'œuvre. Donc, bah, si nos avis, vous ont donné envie, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur la découverte de Petite Forêt. Je vous propose qu'on continue avec, le thème aussi proposé par Saki, sur quelle importance accordez-vous à votre collection? Saki, encore une fois, je te laisse le mic. Bah, moi, je pense que tout le monde le sait, mais j'accorde une grosse importance, bah, à ma collection, avec, une pile à lire et une collection qui ne cesse, d'augmenter. Je dirais que ça représente, vraiment beaucoup, dans ma vie. Concrètement, je pars du principe qu'il faut que je déménage pour avoir plus de place et pas revendre. On en est là. Non, mais on est Oui. d'accord, moi je pense que c'est la même chose pour moi, mais je pense que tu as une collection un peu plus, impressionnante. Combien de mangas dans ta collection, Saki? 5 500. Ça en fait. Et combien dans la pile à lire? 3 000 et quelques. On est sur une des plus belles, piles à lire du manga français, je pense, en France, ouais. Non, j'ai un budget assez conséquent, bah, tous les mois, déjà rien que pour me maintenir à jour. Parce que c'est un peu le petit souci des grosses collections, c'est que plus on achète, plus on doit acheter tous les mois, pour pas avoir de retard. Et j'essaye de me maintenir à jour le plus possible, bah, pour pas me taper des arrêts de com. Et donc tu as jamais de revente dans ta collection, même s'il y a un manga qui te plaît pas, tu le gardes quand même? Très rare. Pour que je revende un manga, il faut vraiment que celui-ci ne m'ait pas plu. Généralement, il m'arrive de garder des mangas que je n'ai pas aimés, mais parce qu'il a eu un impact, en fait, soit en France, comme, je pense au quintuplé, qui a été un peu un précurseur, bah, des ventes des genres, romance, comédie en France. Ou sinon parce que l'auteur a énormément marqué et que d'un point de vue histoire et culture, je trouve que certaines licences sont intéressantes à garder et je vais notamment parler, bah, de Nausicaa, de la vallée du vent. J'ai vraiment, galéré à lire, 2 tomes, j'arrive pas à lire la suite, tellement j'ai pas aimé, mais c'est pas n'importe quel auteur et rien que pour ça, je me vois pas m'en débarrasser. Je te comprends, je te rejoins sur la lecture de Nausicaa. Pareil, j'ai pas réussi à dépasser le deuxième tome, et bon, pour le coup, moi, j'ai fini par revendre parce que niveau place, là, je suis vraiment pas, limité, mais ouais, je comprends. Moi, j'ai pas du tout réussi à rentrer dedans non plus, mais ça reste du Miyazaki, donc je comprends que tu les gardes. Je pense que si j'avais eu de la place, j'aurais peut-être gardé aussi pour retenter un jour.
Mais c'est vrai que c'est pas facile, ouais. Bah, pour rebondir du coup sur le débat, quelle importance accordez-vous à votre collection? Bah, moi, pareil, même si j'ai une collection plus petite, je m'approche des 2000 mangas, mais je ne les dépasse pas depuis 1 an. Au final, je suis à 1 900 mangas depuis 1 an parce que pour le coup, contrairement à toi, dès qu'un manga me plaît pas ou je trouve, ça va, moyen, bah, je le revends parce que j'ai pas assez de place et pour l'instant, il est pas prévu que je déménage tout de suite. Donc je suis obligé de trouver ces solutions pour acheter de nouveaux mangas, que ce soit des nouveautés ou d'anciens mangas que j'ai ratés. Et donc je me creuse la tête pour le coup, tous les mois ou tous les 2 mois pour me dire: «Est-ce que je garde tout ce que j'ai ou est-ce qu'il y en a où il y en a un où peut-être, je vais m'en débarrasser pour faire un petit peu plus de place?» Et c'est ce que j'ai fait là récemment. J'ai revendu, Frieren, qui m'avait, bien plu et que j'avais adoré au début même et qui petit à petit, me lassait un petit peu. Je pense que si j'avais eu de la place, j'aurais continué, mais vu que j'ai plus de place, bah, j'ai fini par revendre. Et j'ai aussi vendu, Rooster Fighter qui m'avait bien fait rire au début, mais bon, la blague est un peu longue. On est sur 8 tomes et je trouve que ça devenait un peu long. Donc pareil, je l'aurais peut-être gardé en temps normal, mais avec la place qui me reste, je pouvais pas me permettre. Et puis voilà, on essaye de pousser les murs comme on peut, mais c'est pas tout le temps facile. Mais en tout cas, j'accorde une grande importance à ma collection et je sais que le jour où je déménagerai et avant de déménager aussi pour, me faire une vraie pièce avec ma collection, bah, elle aura une place vraiment importante. J'aimerais bien faire, des étagères sur mesure et cetera pour lui faire honneur un petit peu. Là, avec un appartement, je suis un peu plus limité, mais ouais, une très grosse place dans mon appart, et dans ma maison future, ça c'est certain. Ouais, bah moi, je vous parlais de ma collection à moi, du coup. Je suis un peu comme toi. Je pourrais monter à 1500 tomes sans problème, 2000 ouais, en entassant un petit peu partout. Mais par contre, j'ai aucun mal à me séparer de mes mangas. Si je sais que je les relirai pas ou qu'ils m'ont pas plu, il n'y a pas de problème. Je fais du tri très très régulièrement. Mais par contre, là où je vais avoir un peu plus de problèmes, c'est quand je commence à avoir des quasi full set ou full set d'un auteur. Là, par contre, même s'il y a un truc qui m'a moins plu, je vais avoir tendance à le garder. Ou alors enfin, les belles éditions, les mangas qui sortent un peu de l'ordinaire. Bon, par exemple, des Cornelius, des choses comme ça. Il y en a qui me plairont certainement pas, mais que j'aurai, je pense, du mal à revendre. Donc, je pense que pour pallier à ce problème, il faudrait gagner à l'euro million, pousser les murs et puis avoir un budget limité. Voilà. Notre rêve à tous. Ouais, je pense, hein. Ouais. Je pense Mais que ouais. là, au final, la place, c'est quand même le fléau des collectionneurs, que ce soit des mangas ou autres, hein. Mm. On est souvent limité par ça et si on n'avait pas ce problème de place, je pense on aurait tous, explosé encore plus le budget. Là, avec des éditions, avec des belles éditions de manga, et je sais qu'il y en a certains qui préfèrent rester sur le format standard et avoir, avoir ouais, tout le même format dans leur collection, quoi. Ouais, bah, après c'est vrai qu'aujourd'hui, au final, moi je me rends compte que dans mes achats, il y a beaucoup plus de gros formats et c'est ça qui est le plus, difficile à caser parce que c'est quand même des gros bébés. Donc ouais, faut trouver la place, il faut trouver l'endroit où les mettre aussi, sans que sans que ça sans avoir à pousser les murs. Ouais. Pour ma part, je sais pas si ça l'a fait à d'autres personnes aussi, où en fait, mon rapport à ma collection a pas mal changé avec les années. Dans le sens où, au début, j'étais un peu comme Saki, en fait, à ne jamais vouloir revendre mes mangas parce que c'était mes mangas, c'était ma collection et même si j'aimais pas, bah, je les gardais quoi, c'était les miens. Et puis en fait, au fur et à mesure, je me suis retrouvée à envisager un déménagement en toute seule en colocation. Où, bah, j'ai dû faire un choix avec, ce que je gardais, ce que j'emmenais, tout ça. Et en fait, je me suis dit: «Bah, mine de rien, j'ai des mangas, je sais que je vais jamais relire, qui prennent juste là la poussière à prendre le soleil chez moi, alors qu'ils pourraient plaire à d'autres personnes, que ça pourrait être le manga de leur vie, alors que moi je le regarde juste là, je fais: "Oh bon, il m'apporte pas de joie quand je le vois"».
Et du coup, bah, maintenant je suis plus dans cette, optique-là où c'est, bah, si un manga m'a pas spécialement transcendé, ou c'est juste là en mode: «Ouais, sympa, mais je le relirai pas». Je vais plutôt voir pour le revendre parce que je me dis: «Il pourra forcément plus plaire à quelqu'un d'autre qu'à moi». Et si c'est un qui m'a vraiment pas plu, ben là je réfléchis même pas, je vais voir pour le revendre. Il y en a certains où des fois je suis un peu mitigée, où je me dis: «Ben, en vrai j'ai eu un bon ressenti, je suis pas sûre de le relire, mais je sais que si à un moment je dois faire du tri parce qu'on a plus de place», parce que du coup, bon, on partage la collection, avec Martiaux, bah, vu qu'on habite ensemble, et je sais qu'à un moment je dis: «Bah, s'il y a plus de place, bah, il sera sûrement dans les premiers à partir». Donc j'ai quand même pas mal changé d'avis au fur et à mesure. Après, je me dis: «Bah, peut-être que si un jour on va déménager vers plus grand, où on aura plus de place, bah, peut-être que ça va être comme avant, où ça va être mes mangas, et j'aurai pas à avoir cet objectif en tête de: "Bah, ouais, il faut que je pense à la place". Donc peut-être que je les garderai un peu plus longtemps». Donc je sais pas si ça l'a fait à d'autres personnes aussi, ce côté-là de changer, en fonction, bah, on a grandi, on a d'autres contraintes qu'avant aussi, mais Ouais, totalement, totalement. Moi, je te rejoins, c'est pareil. Bah, au début, quand j'avais plus de place et que ma collection était plus petite, bah, j'avais pas forcément on va dire cette réflexion-là où, il fallait vraiment faire des choix ciblés, avoir une collection qui me ressemble, tout ça. J'étais plus, dans le truc où je pense comme tout le monde qui commence sa collection, bah, je vais suivre un petit peu les tendances et voir si ça me plaît ou pas, mais je garderai dans tous les cas. Et puis plus ça va, plus je me dis: «Bah, en fait, ma collection, faut qu'elle me ressemble, quoi». Faut qu'elle soit vraiment à mon image et à ce que j'aime. Et si j'ai des mangas dedans qui m'ont moyennement plu ou qui m'ont pas plu, bah, ça veut dire que c'est plus vraiment ma collection, c'est des mangas que j'ai achetés parce que j'en ai entendu parler, mais moi personnellement, ils m'ont pas plu. Donc ça devient de plus en plus important pour moi d'avoir, vraiment que des mangas qui me plaisent dans ma collection. Après, il va y avoir des exceptions de mon côté où je suis, je collectionne aussi les full sets de par auteur et cetera. Donc, mmh. j'ai dans des full sets, il y a pas toutes les œuvres qui vont me plaire, mais sur des auteurs, qui sont, chers à mon cœur, je vais pas le reciter encore une fois, Hiro Taniguchi. Bah, il y a des œuvres qui m'ont pas plu et je pense qu'il y a quasiment, enfin, il y a plus d'un quart de sa bibliographie qui m'a pas plu. Mais pour le coup, ça a tellement une valeur sentimentale, par rapport à l'auteur en lui-même, que là, pour le coup, je vais tout garder. Je vais jamais revendre parce que, même s'il y en a que je relirai pas, comme, Trouble is my business qui est vraiment nul, bah, je vais quand même le garder parce que ça a une certaine valeur au-delà de ce que contient le bouquin, quoi. Oui, de Ouais, ouais, j'ai un toute peu façon ça aussi après, avec les full sets. après de toute façon, il faut apprendre aussi effectivement à faire en fonction de sa place. Moi, j'ai une vision un peu différente parce qu'on sait les mangas, je les achetais en brocante, donc j'ai acheté des tomes 3, des tomes 4, et quand tu es gamin, bah, tu les lis en vrai, même si tu comprends pas forcément tout le truc, tu es content de lire un truc. Et du coup, il y a ce rapport aussi avec ça qui fait que, bah, c'est un peu comme, la vision qu'on avait du jeu vidéo dans les années 90 et la vision du jeu vidéo qu'on peut avoir maintenant. C'est-à-dire que maintenant les jeux sont plus faciles, donc on peut les finir. À l'époque, on les commençait, on les finissait pas forcément. Donc pareil, il y avait aussi des séries qu'on commençait et puis bon, bah, on n'avait pas forcément d'argent, donc on les continuait pas, on préférait découvrir d'autres choses. On avait cette curiosité et aujourd'hui on a une curiosité qui est différente. Moi, par exemple, il y a des mangas que, bon après moi le truc c'est que du coup je me retrouve avec pas mal de mangas de mon enfance qui sont, je dois en avoir 500 à vendre, mais qui sont un peu éparpillés. Donc ça devient plus compliqué, mais je pense qu'effectivement, au fur et à mesure qu'on collectionne, mais je pense que ça arrive pas qu'avec les mangas, ça arrive avec beaucoup de choses, et bah, tu collectionnes et puis tu aimes ce que tu aimes pas. Alors des fois tu vas être un peu complétiste parce que, bah, moi je l'ai un petit peu ce côté, dans le sens où tu aimes bien avoir ta bibliothèque et découvrir un peu: «Ah bah tiens, j'ai ça, bah tiens, je vais le lire, je vais voir ce que ça donne» et cetera. Pour ça qu'aussi je suis comme Saki, moi j'ai une grosse palle, je pense, et puis aussi pas mal de mangas dont je me souviens pas parce que je les ai lus il y a 15 ans et que je les ai encore. Mais je pense que voilà, il y a cet aspect aussi de se dire, bibliothèque au-delà d'une collection. C'est-à-dire se dire: «Bah, j'ai envie de lire un truc comme ça, j'ai envie de lire une enquête, bah tiens, qu'est-ce que j'ai en enquête dans ma bibliothèque? Ah bah j'ai ça, bah je vais commencer, puis on va voir ce que ça donne». Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire et comment tu raisonnes par rapport à ta collection. Je pense que, c'est pour ça qu'on a tous des aspects différents de comment on raisonne et c'est pour ça que c'est cool d'échanger à ce sujet parce que ça nous permet de voir, bah, les différentes manières de gérer sa collection et le rapport aussi. Je pense qu'il y a un rapport à l'objet, hein, dans une Ah collection clairement. qui est vachement important où, bah, des fois tu as un bel objet, ce qu'il y a dedans, c'est pas incroyable,
mais tu vas être mitigé parce que tu vas te dire: «Bah, est-ce que je vais le garder pour l'objet ou est-ce que je garde les choses pour les objets, en fait, ou est-ce que c'est pour le contenu?» Et j'avoue que plus ça va, plus je vais être sur la deuxième partie, moi, où je vais garder les choses pour le contenu plus que pour les objets et après si l'objet est cool, bah, tant mieux. Est-ce qu'il y avait d'autres partages d'expériences par rapport à l'importance que vous accordez à votre collection? Juste pour rebondir, au niveau de l'objet, en fait, je pense aussi et puis moi, là, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est que tu te rends compte aussi là, par exemple, j'ai acheté Musashi. Bon, je suis quelqu'un d'assez méticuleux, moi, quand, j'achète un manga neuf, j'aime qu'il soit neuf. Dès qu'il y a un petit truc et tout, ça me tue un peu. Mais, tu te rends compte qu'en le lisant, bah, moi, il y a des veines sur le dos qui sont apparues, des trucs comme ça. Donc de toute façon, on le voit bien au fur et à mesure, les bouquins, même si on tente de les protéger le plus possible, il y aura toujours, un jaunissement dessus et cetera et cetera. Donc même l'objet, au bout d'un moment, est amené à se détériorer. Donc je pense que de toute façon, oui, si t'as pas le côté, nostalgique ou sentimental, c'est bien aussi d'avoir effectivement, ce côté, bah, je vais aussi garder le truc parce que je l'aime ou parce que ça me rappelle quelque chose. Ouais, tu as raison parce que et d'autant plus les belles éditions sont les éditions les plus fragiles. Donc c'est elles qui vont peut-être être amenées à se détériorer en premier. Moi j'avais parlé avec quelqu'un sur Instagram qui m'avait dit, «Qu'est-ce que tu penses des éditions Cornelius?» Moi bah, je les trouve très belles, voilà, c'est sympa d'avoir ce genre de collection dans Mangatech et il m'avait dit: «Bah, moi je trouve au contraire que c'est dommage pour le prix, c'est 30 balles ou 35 balles et ça se détériore assez vite». Alors je sais pas si, ceux qui ont du Cornelius dans leur collection, peuvent témoigner de ça. Bah, celles cartonnées, pas forcément, celles moins cartonnées, donc celles qui sont enfin, sans couverture un peu, comme l'Enfer par exemple, oui, je pense que c'est plus facilement détériorable. Je pense aussi que le problème, c'est que entre guillemets, c'est que par rapport au coût et par rapport au nombre de ventes, donc coût, de fabrication et puis nombre de ventes, bah, des fois, ils vont vendre plus cher des plus gros formats parce que ça leur rapporte un peu plus pour permettre de survivre. Bah, du coup, ça fait pas comme les livres qu'avaient nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents qui aujourd'hui, on les retrouve. Alors certes, les tranches vont être jaunies. Le livre en soi, le dos, est nickel, en fait, sur beaucoup de bouquins parce que c'est pas la même qualité. C'est peut-être ça aussi. Oui, je pense que tu as raison, ouais. Je pense que tu as raison. Dans le cas de Cornelius, c'est ça. Après, sur d'autres mangas, c'est un petit peu plus, ça porte un peu plus à débat. Si on parle de Evol, de Delcourt Tonkam qui est à 20 balles pour une édition aussi fragile, moi je vois tous mes je les ai devant moi, mes Evol, ils sont tous jaunis, alors que je fais quand même Ça, c'est attention fou. et puis, enfin, je veux dire le tome 8, il est sorti il y a quoi? 3 mois? 4 mois? Bah, il est jauni. Voilà, Bah, donc après, ça tu te dis: dépend aussi des éditions parce que, par exemple, Kana, c'est reconnu comme étant un papier qui jaunit assez rapidement. Alors que, par exemple, bon, sujet qui fâche, mais Black Box, il y en a, tu peux racheter des mangas qui ont 10-15 ans, ils sont toujours blancs. Je sais pas ce qu'ils mettent dessus. Mais oui, de toute «Je façon, veux le pas savoir, jaunissement, ça dépend aussi des éditeurs. Hein? je veux pas savoir ce qu'ils mettent dessus». Ouais, vaut mieux Mais pas quand tu le sens, c'est bizarre. Mais oui, oui, je pense que c'est ça. Je pense à IMHO aussi, ils vieillissent plutôt bien leurs mangas parce que, bah, pareil, ça va être, des mangas assez chers, aussi parce qu'ils sont, il y a pas un grand public qui va les acheter, mais pour le coup qui tiennent assez bien dans le temps, je trouve pour la plupart. Là où, ouais, comme tu dis Kana, ça va peut-être un peu plus jaunir. D'ailleurs merci pour l'avertissement pour Miyamoto Musashi, je l'ai acheté aussi, je vais faire attention en le lisant Ouais, et bah, il y a des veines et pourtant je l'ai lu vraiment, je l'ai tenu, enfin, sur mon genou, la tranche et tout. Donc ce qui est bien, c'est que la tranche, a priori, se casse pas chez Kana généralement. Mais ouais, il faut faire attention, enfin, en tout cas, moi, le dos a veiné, quoi, un petit peu, il y a des veines. Mais ce qui fait qu'en plus, il gondole un petit peu. C'est un peu bizarre. Mais ah oui. mais bon, voilà, moi, j'ai enlevé la couverture heureusement, comme ça, d'atténuer le truc. Mais c'est vrai que quand je l'ai acheté là et que je l'ai lu, j'ai fait: «Wow, la qualité, elle est pas exceptionnelle, quoi». OK, je vois, ouais, ça me fait penser aussi un petit peu, j'ai l'impression d'être en boucle, mais sur du Jiro Taniguchi, sur les nouvelles éditions, les cartonnées, Oui, les je les cartonnés, ouais. Mmh. trouve hyper fragiles aussi. Enfin, au bout d'une lecture, en fait, bah, je crois que c'est le dos qui, non, c'est pas le dos, c'est la quatrième de couverture qui s'abîme énormément. Une grosse pliure au milieu, c'est vraiment dommage pour le prix des bouquins et surtout que toutes les nouvelles éditions de Taniguchi sont sur le même format. Donc même si elles sont belles d'aspect, plutôt agréables à lire, au final, c'est quand même, dommage qu'à la fin de la lecture, ben, on retourne le bouquin et il y a une grosse,
une grosse marque au dos sur la 4e, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, bah, ça et puis moi généralement aussi ce qui est un peu embêtant, mais c'est pas que les gros formats, c'est aussi, quand tu regardes la première ou deuxième page et la l'avant-dernière ou la dernière page, ça va un peu se décoller sur certains mangas. Par exemple, je suis en train de lire les Terraform Mars, c'est totalement ça, c'est soit la première soit la dernière. Je vois que le mec à qui me l'a vendu était précautionneux quand même, mais c'est un peu décollé, quoi, donc ouais, je pense qu'il y a des fois, il y a des baisses de coûts sur certaines choses et qui font que ça va être plus fragile que d'autres, alors qu'il y en a d'autres, on sait pas comment, ils vont assez bien, quoi. Ouais, carrément, carrément. Et vu qu'on est sur ce débat-là, sur l'importance qu'on accorde à notre collection et qu'on parlait un peu des objets, est-ce que vous allez, acheter des rééditions de mangas que vous avez déjà? Je pense Ça notamment à Hades dépend. et cetera. Moi, oui. Genre l'atelier des sorciers. J'ai revendu À l'atelier l'ancienne, des sorciers, j'y suis allé aussi, ouais. par exemple, ouais. Ou Doro et Doro. Moi, je pense que, ouais, Bah, Et d'accord. pour ma part, Vas-y. pardon. Non, pour ma part, j'ai racheté, l'édition Grimoire de l'Atelier des Sorciers, mais par contre, j'ai gardé l'ancienne édition. C'est vrai que même s'il y a des rééditions, je vais pas forcément revendre les anciennes, soit par nostalgie, soit parce que je trouvais l'ancienne édition quand même assez belle et sympa et je pense notamment, moi, à Pandora Hearts. J'ai envie de racheter la nouvelle édition, mais je me vois pas, me débarrasser de l'ancienne par pure nostalgie. Parce que c'est vraiment un manga, que je m'empressais à chaque fois d'acheter, bah, quand je faisais, tous les tours d'occasion, des boutiques sur Paris. ouais, je vois ce que tu veux dire. Je sais que notamment pour Dragon Ball, il y en a beaucoup qui ont pris les nouvelles éditions sans vendre les anciennes, il y a quand même beaucoup d'éditions maintenant de Dragon Ball. Après moi perso, si j'achète une réédition, je vends automatiquement l'ancienne. Je pense à l'Atelier des Sorciers, même si ça m'embête aujourd'hui de pas, j'ai vu que le dernier tome de l'édition normale était sorti, bah, ça veut dire que, beh, je connais pas la suite, et je suis pas à jour. Mais l'édition, Grimoire est tellement belle et j'ai tellement pas la place de cumuler les 2 éditions que, en fait, j'ai pas trop le choix, quoi. Oui, c'est ça. Je pense que de toute façon, ça ira toujours dans effectivement la même question que celle du début, la question de la place. Après, je pense aussi, ça dépend aussi de la question de la place de l'auteur dans ton cœur. Ça peut être aussi, moi, je l'ai déjà fait pour encourager une petite maison d'édition. J'ai déjà racheté un manga qui était dans une première édition et l'a racheté dans une deuxième édition. Ou parce que ton édition que tu as depuis 20 ans, elle est dégueulasse de toute façon. Là, c'est une édition qui est un peu plus, un peu mieux faite, etc. Donc tu dis, bon, allez, pourquoi pas. Maintenant, c'est vrai que sur les séries longues, j'ai tendance, moi, personnellement, à part exception, à me dire de toute façon, si c'est une série longue, soit tu continues la petite édition et puis l'autre quand elle se termine, pourquoi pas, soit sinon, si tu commences la nouvelle, tu revends l'ancienne parce que là, pour le coup, au niveau de la place, quand tu as déjà, par exemple, le Kingdom 75 tomes, c'est quand même, compliqué, quoi. Oui, c'est clair, si tu cumules les 75 tomes avec, la réédition qui fait, bah, au moins 20 tomes, c'est ça? A priori, A ouais. priori, si la suite n'est pas encore annoncée, c'est vrai que ça prend une place, monstre. Moi, je vois les Kingdom, déjà les 75 tomes là, et encore ils sont dans les coffrets puisque j'avais pris l'abonnement, chez Meian, bah, ils me prennent quand même toute une colonne et une place assez grosse dans ma pièce. Donc si en plus je vais, sur la grosse édition, la nouvelle, de Meian, là, Non, c'est ça, alors que, par exemple, là, je sais que, la réédition de la, Jeune fille aux camélias, là, chez IMHO. Bah, je pense que je vais la prendre parce que je veux soutenir, parce que j'avoue que là, je commence à être un peu dans le full set IMHO parce que je suis quasiment jamais déçu. Alors, je suis dans un full set raisonné parce que, par exemple, il y a des titres et c'est ça qui est bien chez IMHO, c'est que tu le vois direct si ça te plaît ou ça te plaît pas, déjà la couverture parce que c'est très graphique. Donc, je vais pas forcément le faire full set total de ce que je peux ne pas aimer comme Neko, je sais plus quoi, par exemple, où ça me plaira pas forcément. Alors que, voilà, là, je sais que la Jeune fille au camélia, je vais sûrement le racheter pour encourager le truc, quoi. ouais, tu parlais de Nekojiro Udon, je pense, avec ce gros chat en couverture, avec la couverture bien jaune, c'est ça? Ouais, du coup, ouais, je comprends, je comprends. Est-ce que d'autres personnes ont des avis sur que ce soit sur la collection, sur les rééditions, et cetera? Bah, moi, je peux prendre la parole, mais en même temps, je me sens tellement décalée, genre, je crois que j'en avais déjà parlé de mon rapport à ma collection, à d'autres personnes, enfin, au cours d'un autre épisode. Hem,
Moi, je pense que j'ai fait le chemin inverse de Crotéis, c'est-à-dire j'ai un rapport à la possession qui est vraiment, un peu compliqué. J'ai été nomade en plus pendant longtemps, alors du coup, moi, si jamais toutes mes possessions ne rentraient pas dans un trajet en voiture et j'ai une petite Toyota Yaris, bah, ça me stressait énormément et là, j'ai fini par déménager il y a un peu plus d'un an dans un appart non meublé. Donc un peu fatalement, maintenant que j'ai un lit, maintenant que j'ai une table, des chaises, un canapé. Bah, voilà, en fait, dans tous les cas, j'ai plus ce rapport-là et en fait, je crois que ça m'a un petit peu débloqué aussi le fait de, bah, du coup, de m'entourer d'autres objets. Et avant, enfin, en plus, j'ai fait de la recherche en philo et cetera. Ça demande beaucoup, beaucoup de lecture et même ça, je me refusais d'acheter des livres et là, du coup, ma collection commence, on va dire, tout juste où, j'accepte d'acheter des choses. Et comme j'ai quand même un peu un passé comme ça où j'acceptais pas trop d'acheter quoi que ce soit, j'arrive pas à acheter des choses, où je suis pas sûre que je vais aimer et que j'adore. Donc en général, j'achète que des séries complètes que j'ai déjà au moins relues 2 fois ou 3 fois. Comme ça, je suis sûre que, voilà, je vais quand même, probablement le relire et que j'aime l'objet en tant que tel. Mais voilà, en gros, là, c'est vrai que la collection grandit de façon exponentielle, mais à tout casser, je dois avoir 35 tomes, je pense. Et il n'y a pas encore de meubles, appropriés, donc là, je pense que ça va vous faire tiquer, mais il y en a pas mal qui servent de support à mes plantes. C'est hyper intéressant, hein, comme rapport à ta collection. C'est vrai que, ouais, du coup, tu pas ce, tu pas ce culte de l'objet, pour le coup. Tu es vraiment pas sur le format physique. Ouais, vraiment pas. Je pense, je crois que j'ai davantage ce rapport, dans alors je sais pas si on peut appeler ça une collection parce que pareil, à tout casser, je dois avoir une vingtaine d'objets, mais, j'ai peut-être davantage ce rapport avec la céramique. J'adore cuisiner, j'adore bouffer et j'aime bien les belles assiettes et du coup, j'ai des trucs, enfin, c'est à moitié inutile, quoi. Je dois avoir peut-être 4 saucières, mais, ça me donne trop envie d'inviter des gens. J'adore faire des sauces. Donc, ouais, je pense que j'ai davantage ce rapport à l'objet avec, ma maigre collection de céramique. Je vois, je vois. Bon, ben, on fera peut-être une édition céramique. Bah, d'ailleurs, The Blue Flowers and the Ceramic Forest, s'il y en a que ça intéresse, la céramique, très bon bouquin. Ouais, carrément, bah, je l'ai lu, mais je l'ai pas, je possède pas la série, mais ouais, c'est sûr que ça faisait écho. Ouais, clairement, clairement et qui est bientôt terminé en effet et on a la chance d'avoir les 2 derniers tomes qui sortent le même jour. Ça, c'est assez rare, que les éditeurs fassent ça, mais on a le 9 et le 10, il me semble, qui sortent le même jour. Bon, ben je pense qu'on a quand même fait pas mal le tour de ce débat. Merci à tous d'y avoir participé. Merci Saki de l'avoir proposé. C'était vachement intéressant, surtout qu'on on a la chance d'avoir des personnes qui ont un rapport différent à leur collection, que ce soit, le rapport vraiment à l'objet ou à la place et cetera. Donc c'était un débat, assez intéressant. Bah, on va pouvoir aller, vers la fin de cet épisode de Entre 2 bulles, le numéro 6 et je vous avais promis une petite annonce, pour le prochain. Je vous la fais maintenant et on a quand même parlé, de cet éditeur pendant cet épisode. Bah, moi je suis quand même pas mal en contact avec eux, et donc le directeur de cette maison d'édition, m'a dit qu'il était dispo pour le dernier dimanche du mois de septembre et ça sera en effet IMHO, qui sera avec nous lors du prochain épisode. Donc Benoît de IMHO, je lui ai présenté un petit peu, bah, comment ça marchait entre 2 bulles et ça l'a bien séduit donc ça va être, un épisode super intéressant. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont fans d'IMHO sur le Discord et parmi ceux qui nous écoutent aussi. Donc préparez vos questions. On va lancer, un petit post pour pouvoir recueillir toutes les questions pour le prochain épisode. Préparez aussi, bah, les lectures que vous voulez présenter, d'IMHO. Je verrai avec Benoît, je vais proposer sur le même format que Nazca, bah, si, il y avait peut-être un petit manga en avant-première qu'il voulait présenter comme avait fait, Damien de Nazca avec Au creux de nos mains. Donc n'hésitez pas. Ça va être un super épisode, je pense la prochaine fois et je pense que ça réjouira pas mal de monde. Mot de la fin, bah, je pense que, on peut clore, ça ici. Merci à toutes et à tous de votre participation. Au final, on a démarré à 6 ou 7 et on s'est ragaillardi
en cours de podcast, on finit à un peu plus de 10, je crois 12, 11 ou 12. Donc c'était un plus petit épisode en termes de temps, mais avec des débats assez intéressants. Et puis on aura peut-être aussi, le retour de notre maître de cérémonie, au prochain épisode, qui nous a rejoint là juste en tant que participant, écrit à celui-ci. Donc Sauron sera certainement de retour aussi. Merci pour l'organisation encore une fois, à Nipseron, Panda. Merci à Saki pour toutes les débats et lectures proposées. Merci à Barm et Martu qui ont proposé une lecture aussi, ce mois-ci. Et puis on se donne rendez-vous pour le prochain épisode spécial IMHO. Donc pas de lecture imposée, pour le prochain. Si, ce sera une lecture imposée, mais IMHO. Donc on vous laissera peut-être certains choix, on verra comment on fait avec Panda et Nips. Ça va être un super épisode. Eh ben, merci à tous. Merci.